Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi 19 août 2026, la guerre d'Ormuz dure depuis 173 jours et elle ne se contente plus de ravager le Golfe. En effet, ce matin, elle s'infiltre partout ailleurs et dans des endroits qu'on n'associait à rien de tout cela il y a encore quelques semaines. Trois informations tombées en l'espace de 24 heures le confirment, chacune à sa manière et aucune ne vient du théâtre des opérations lui-même. D'abord, l'Europe. Selon le Financial Times, qui cite deux sources proches du régime iranien, Téhéran a d'ores et déjà évalué des cibles militaires précises sur le sol européen en cas de nouvelle escalade américaine. Ce n'est plus une posture rhétorique, c'est désormais une planification concrète qui s'appuie sur un précédent bien réel, une frappe jordanienne ayant déjà démontré la portée nouvelle de la dissuasion iranienne. Et puis, nous partirons en Asie, à Séoul, puisqu'à Séoul, ce que Washington présentait comme un simple raccourcissement calendaire de ses manœuvres avec la Corée du Sud s'avère, à y regarder de près, bien plus lourd de sens. C'est la capacité même de riposter à une invasion nord-coréenne qui vient d'être purement et simplement retirée du dispositif à la demande explicite du président américain et au moment précis où ce dernier cherche en coulisses à décrocher un sommet avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Et puis, il y a un troisième front, celui-là totalement invisible, qui ne se joue ni à Sofia ni à Séoul, mais dans les salles de marché du monde entier, et qui touche la France directement au portefeuille, puisque son coût d'emprunt à long terme vient d'atteindre son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008. Trois fronts, trois formes de contagion différentes, militaires, économiques, mais un seul et même fil conducteur. Cette guerre, déclenchée fin février au nom du nucléaire iranien, a fini par redessiner des cartes que personne n'avait anticipées. Hormuz reste bloqué, mais ces ondes de choc, elles ne le sont plus. On décrypte tout cela dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. L'information est donc tombée ce mercredi matin 19 août 2026 et elle déplace d'un coup la ligne de front hors du Moyen-Orient. Selon le Financial Times, qui cite deux sources proches du régime iranien, Téhéran a d'ores et déjà évalué des cibles militaires américaines en Europe à frapper en cas de nouvelle escalade de Donald Trump. Ce n'est plus une menace rhétorique, c'est une planification concrète avec des sites précis, la base aérienne bulgare de Besmer et une installation militaire britannique à Chypre, cette dernière déjà touchée une fois par un drone en mars dernier. En outre, les forces iraniennes ont séparément examiné la possibilité de s'en prendre aux câbles sous-marins de fibre optique du détroit d'Ormuz en cas d'intensification du conflit. Mais ce scénario n'est pas sorti de nulle part. Il s'inscrit dans un contentieux diplomatique ouvert depuis un mois. Je vous le rappelle, le 22 juillet dernier, le Parlement bulgare autorisait le déploiement temporaire jusqu'au 1er octobre de 8 avions à ravitailleurs américains KC-135 et de 250 militaires sur la base de Besmer, officiellement pour soutenir les opérations américaines au Moyen-Orient. Sofia a aussitôt reçu une note diplomatique de l'ambassade d'Iran, puis le 30 juillet, une demande directe du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi de revenir sur cette décision accordée selon lui à une opération d'agression contre son pays. Chypre a reçu de son côté une mise en garde similaire sur l'usage de bases étrangères sur son sol. Le scoop du Financial Times n'est donc que la traduction militaire d'un avertissement déjà posé par écrit. Et ce n'est pas une posture creuse. Les mêmes sources citées par le journal rappellent que l'Iran a déjà frappé loin de ses frontières le mois dernier. Une attaque contre une base américaine en Jordanie a tué 3 militaires américains et décrite comme la frappe à longue distance la plus précise jamais menée par Téhéran et comme la preuve que l'Iran peut désormais toucher des cibles bien plus éloignées que le théâtre du Golfe. Le message, une source le formule sans détour, et je la cite, c'était aussi un message adressé à l'Europe, elle peut recevoir des missiles et elle doit donc savoir quelle est sa position dans ce conflit. Et l'avertissement se veut sans ambiguïté sur les conséquences d'une frappe américaine contre les infrastructures iraniennes, une telle erreur pourrait étendre la guerre jusqu'en Europe. Et quel est le degré de crédibilité de cette menace ? Il est élevé sur l'intention, mais incertain sur l'exécution. Deux éléments plaident pour prendre l'information au sérieux. Elle est corroborée par deux sources indépendantes du régime et elle prolonge un geste diplomatique déjà vérifiable et daté, sans compter le précédent jordanien qui démontre une capacité militaire réelle. Mais l'Iran n'a confirmé publiquement aucun de ses projets et des analystes militaires interrogés par le Financial Times eux-mêmes nuancent l'ampleur de la menace. L'Iran pourrait en effet viser des installations en Europe du Sud et du Sud-Est avec des missiles balistiques de moyenne portée, mais leur précision et l'arsenal à plus longue portée dont dispose réellement Téhéran restent à ce jour sujettes à caution. Ce climat
de tension trouvent un écho jusque dans l'organigramme du pouvoir iranien, on l'a déjà vu. La promotion récente de figures radicales à des postes clés de sécurité et de défense, en particulier Mohsen Rezaei, nommé chef de la sécurité iranienne aux côtés du négociateur en chef Mohammad Bagher Khalibaf, nourrit à Téhéran même la crainte d'une reprise du conflit. Une source résume la logique en une phrase: si aucun accord n'est trouvé avec Khalibaf, l'interlocuteur suivant sera Rezaei, une manière selon elle de dire aux Occidentaux: ne soyez pas fâchés, car je suis plus fâché que vous. Sur le terrain diplomatique, rien ne bouge. Les négociations sur la réouverture du détroit d'Ormuz restent au point mort, et Trump a affirmé qu'aucune discussion n'est prévue avec Téhéran. Et la France, dans tout cela, eh bien, elle n'apparaît dans aucune des cibles nommées par le Financial Times. La Bulgarie et Chypre concentrent la menace identifiée. Mais, je vous le rappelle, son exposition régionale, elle, est bien réelle et documentée depuis le début du conflit. L'armée française compte environ 5000 militaires déployés dans la zone à risque, dont 900 aux Émirats Arabes Unis avec des Rafales, des A400M et des canons César, 1550 à Djibouti, juste en face du Yémen, 1200 en Irak dans le cadre de l'opération Chamal et 200 en mer Rouge au sein de la mission européenne Aspide. Lors des frappes de mars dernier sur les Émirats, je vous le rappelle, Paris avait dû déployer des Rafales supplémentaires pour protéger ses propres bases après des tirs iraniens sur Al-Dafra et le camp de la paix. Et ce que cette séquence révèle, au fond, eh bien, c'est un changement d'échelle stratégique plutôt qu'une simple escalade tactique. Jusqu'ici, la doctrine de représailles iraniennes restait cantonnée à un rayon régional, Golfe Persique, mer Rouge, voisinage immédiat, et la frappe jordanienne du mois dernier a démontré une portée nouvelle. L'évaluation des cibles bulgares et chypriotes en tire la conséquence logique: sortir la dissuasion iranienne de sa géographie traditionnelle pour la projeter sur le théâtre même d'où proviennent les moyens américains, bases de ravitaillement, couloirs logistiques, infrastructures de soutien. Ce n'est plus dissuader Washington dans le Golfe, c'est lui faire comprendre que ses arrières européens ne sont plus, eux non plus, hors d'atteinte, une bascule doctrinale qui, si elle se confirme, redéfinirait les termes mêmes de ce que peut coûter à l'Europe une guerre qu'elle n'a pourtant pas déclarée. Et pendant que Téhéran regarde vers l'Europe, Washington, lui, regarde vers Pyongyang et pour s'y ouvrir un chemin, vient de sacrifier une partie de sa propre dissuasion en Asie. L'information n'a que quelques heures et elle change la lecture de tout ce qui s'est dit depuis dimanche dernier. Officiellement, la Maison-Blanche a raccourci ses manœuvres Ulchik Freedom Shield avec la Corée du Sud. Mais en réalité, selon des révélations concordantes de 4 médias sud-coréens, relayées par Reuters ce mercredi, eh bien les deux armées ne boucleront que la première phase, purement défensive. La seconde phase, celle qui simule une contre-attaque en cas d'invasion nord-coréenne, est purement et simplement annulée ou reportée. Le Pentagone confirme, mais en langage feutré, je le cite: sur instruction du président et du secrétaire à la guerre, le département a substantiellement réduit l'exercice Ulchik Freedom Shield tout en poursuivant l'entraînement qui renforce la capacité tactique, certains événements étant purement et simplement annulés ou convertis en simulation. Autrement dit, ce n'est pas un simple raccourcissement calendaire, c'est la capacité même de riposter à une invasion nord-coréenne qui vient d'être retirée du programme à la demande explicite du président américain. Et le timing, regardez, est vertigineux. Mercredi, avant même que la nouvelle de cette annulation ne soit connue, l'agence officielle nord-coréenne KCNA publiait un texte qualifiant ces mêmes manœuvres de menace la plus immédiate et la plus ouverte pour Pyongyang et la région. Kim Jong-un dénonçait donc l'exercice au moment précis où Washington en retirait discrètement l'essentiel, sans même que Pyongyang ait besoin de faire un geste en retour. Sur le terrain, l'exercice mobilisait pourtant, comme chaque année, environ 18 000 soldats sud-coréens dans un pays qui héberge 28 500 militaires américains en permanence. Mardi, hier, le président Lee Jae-myung avait tenté de désamorcer la polémique interne en assurant que les manœuvres restaient strictement défensives, sans intention d'attaquer le Nord, une précaution de langage qui, avec le recul de 24 heures, sonne comme un aveu. Séoul savait déjà que la partie offensive allait sauter. Dernier détail qui n'a rien d'anodin, c'est précisément aujourd'hui et demain que le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi est en visite à Séoul, officiellement pour évoquer la situation sur la péninsule. Pékin observe donc en direct depuis la capitale sud-coréenne elle-même le moment où l'allié américain retire une partie de son dispositif de dissuasion, quelques jours après qu'un média américain a révélé que Trump pousse en coulisses pour décrocher un sommet avec Kim Jong-un dès cet automne, possiblement à Shenzhen en novembre prochain.
Trois faits mis bout à bout, la phase de contre-attaque supprimée, Pyongyang qui dénonce la menace au moment même où elle disparaît, et Pékin qui regarde depuis les premières loges, ce n'est plus une réduction budgétaire, c'est un basculement de doctrine, et Séoul l'apprend en même temps que tout le monde. Mais reste un troisième front, invisible celui-là, et qui ne se joue ni à Sofia ni à Séoul, mais dans les salles de marché et qui touche la France directement au portefeuille. C'est une information confirmée aujourd'hui par l'AFP et elle déplace la crise du Moyen-Orient là où personne ne la voit venir, dans le coût de la dette des États. Le taux d'intérêt de la dette publique des États-Unis à long terme a atteint hier, mardi 18 août 2026, son plus haut niveau depuis 2007, illustrant les risques inflationnistes portés par le conflit au Moyen-Orient et les craintes sur le niveau d'endettement du pays. Et la France n'est pas épargnée. Le rendement de l'obligation française à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2008 sur fond de vente massive d'obligations dans le monde et d'inquiétudes croissantes autour des négociations budgétaires pour 2027 et de l'élection présidentielle prévue l'an prochain. Les chiffres bruts donnent la mesure du choc. Regardons. À échéance 30 ans, le rendement des bons du Trésor américain a culminé en début de journée à 5,34% avant de refluer légèrement. L'État n'avait plus déboursé autant pour son refinancement depuis près de 2 décennies et la crise financière. Le taux d'emprunt à 10 ans américain évoluait lui à 4,71% contre 3,94% avant les premières frappes israélo-américaines en Iran fin février, soit près de 80 points de base gagnés depuis le début de la guerre. Côté français, le rendement de l'emprunt à 10 ans, le fameux OAT 10 ans, est monté hier matin à 4,10%, soit son plus haut niveau depuis juin 2009, tandis qu'en Allemagne, le rendement, le Bund à 30 ans, est monté à 3,78%, son plus haut niveau depuis 15 ans. Le mécanisme est double, et c'est ce qui rend la situation dangereuse. La guerre ne fait qu'amplifier une fragilité déjà installée. Avec un baril autour de 90 $, les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la possibilité d'un choc inflationniste encore prolongé. Mais pour la France spécifiquement, l'inquiétude ne se limite pas au pétrole. Les investisseurs s'inquiètent de l'ampleur des besoins de financement dans les grandes économies, notamment au Royaume-Uni, en France et au Japon, précisent les analystes, un jugement qui pèse directement sur Paris, empêtré dans des négociations budgétaires 2027 tendues à un an d'une élection présidentielle de haute voltige. Autre facture aggravant propre à cette séquence, la panne de communication de la Réserve fédérale américaine elle-même, la Fed, l'absence d'orientation claire de la part de la Fed depuis que Kevin Warsh a pris ses fonctions de président et a mis fin à toute communication prospective à l'intention des marchés, a été un facteur qui a alimenté la hausse des taux, expliquent les analystes. Et l'établissement d'analyse CFRF va plus loin, je le cite, le marché redoute que la Fed laisse traîner sa réponse face aux perspectives inflationnistes, et si l'institution reste silencieuse, eh bien les investisseurs, eux, agissent déjà. L'ampleur du problème dépasse la simple conjoncture. La dette fédérale américaine dépasse désormais 39 900 milliards de dollars, soit près du double du niveau de 2010. Concrètement, la semaine passée, 2 émissions de bons du Trésor à 10 et 30 ans pour un total de 67 milliards de dollars ont été finalisées à des taux plus vus depuis rétrospectivement 2007 et 2001. Washington emprunte donc déjà en pratique aux pires conditions du siècle. À cette pression budgétaire s'ajoute une concurrence inédite. Les géants technologiques, pour financer leurs centres de données et l'IA, empruntent eux aussi massivement sur le marché obligataire, aspirant une partie des capitaux disponibles. Pour le président américain qui avait promis de faire baisser les prix et les coûts d'emprunt à son retour à la Maison-Blanche, eh bien, c'est un nouveau camouflet et la facture, elle, descend directement jusqu'au ménage. Des taux d'intérêt plus élevés entraînent mécaniquement une hausse des coûts pour les Américains, rappellent les spécialistes, mensualité immobilière alourdie, crédit auto et carte de crédit plus chères, un frein qui, à terme, pourrait peser sur la croissance américaine elle-même. En conclusion de cette séquence, eh bien, 3 dossiers, un fil. Cette guerre, déclenchée en février dernier au nom du nucléaire iranien, a fini par redessiner 5 mois et demi plus tard des cartes que personne n'avait anticipées, celles des cibles militaires en Europe, celle d'une alliance américano-sud-coréenne redéfinie sans prévenir, et celle, la plus discrète mais la plus universelle, du prix de l'argent. Hormuz reste bloqué, mais ces ondes de choc, elles, ne le sont plus. Elles traversent déjà les frontières, les alliances et jusqu'au bilan des États.